Est-ce qu'il faut absolument faire confiance à Google quand on fait de la publicité sur ce réseau? C'est une question qui revient très souvent parce que on investit beaucoup d'argent potentiellement sur Google Ads et on pourrait se dire tiens, est-ce qu'il faut faire confiance à ce que nous dit Google, à ce que nous disent les chargés de compte de chez Google et surtout à tout ce qu'on voit dans la plateforme qui va clignoter en disant active ceci, active cela. La réalité, elle n'est pas si simple parce qu'en fait Google, il peut pas être juge et partie en même temps, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais vous montrer des exemples concrets qui montrent que Google a déjà trahi la confiance des e-commerçants par le passé et que donc il faut avoir ce contre-pouvoir, il faut avoir cette double lecture dans tout ce que peut annoncer Google et surtout comment on fait en sorte de ne pas se faire avoir. Parce que je vais pas spoiler la fin de la vidéo, mais en fait on a besoin de Google ou en tout cas ce serait dommage de s'en passer parce que le marché il est déjà assez difficile comme ça, on investit quasiment tous sur Google quand on a un e-commerce, c'est normal. Il ne faut pas couper les vannes, c'est un vivier de chiffre d'affaires qui est non négligeable. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut être naïf et qu'on doit accepter tout ce que Google nous impose ou nous propose et il faut avoir un regard critique à ce propos-là. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va s'arrêter sur les différents éléments qui montrent justement qu'il faut avoir cette défiance envers Google. Peut-être défiance, c'est un mot un peu fort, mais en gros, il ne faut pas faire une confiance aveugle à Google. D'ailleurs, on dit à Google, on ne parle pas d'une personne en particulier, c'est une personne morale. Donc, on va voir pourquoi il faut garder cet esprit critique quand on touche à Google Ads. Il y a beaucoup d'exemples par le passé, on va en tirer quelques-uns qui sont plus ou moins impressionnants et il y en a un qui est vraiment, s'il y a le moindre doute à avoir, là vous pouvez vous dire oui, les intérêts de Google et mes intérêts de moi, e-commerçant, ne sont pas alignés. Et surtout, on va voir comment adopter cette posture, cet esprit critique vis-à-vis de Google. Et je précise tout de suite, c'est pas lié à un paramétrage X ou Y qui serait confidentiel dans la plateforme ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de mindset, c'est un état d'esprit à adopter et on va le travailler ensemble dans cette vidéo. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence van der Zalmen, j'ai fondé Make Sense for Digital qui est une agence de conseil en marketing digital il y a maintenant 4 ans et avant ça, j'ai passé plus de 10 ans en e-commerce, notamment chez Tikamoon que j'ai amené de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en e-commerce. J'investis chaque année des dizaines de millions d'euros sur Google Ads et c'est pas pour autant que Google c'est mes amis, mais j'utilise bien l'outil. Donc déjà se poser la question de la confiance de Google. C'est la première chose qu'on va voir ensemble parce que j'aime pas juste balancer des idées comme ça, on n'est pas dans la théorie du complot, on est là pour prouver ce qu'on va dire. Donc pourquoi est-ce qu'il faut quand même avoir cette méfiance vis-à-vis de Google? Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il va y avoir déjà les aspects financiers qui montrent que les intérêts de Google et les nôtres ne sont pas forcément alignés et on va aussi avoir les effets produits, donc les évolutions du produit Google Ads qui font que les intérêts, encore une fois, se désalignent et surtout comment on peut faire en sorte de bien utiliser la plateforme quand même. Donc si on prend déjà quelques statistiques, si on prend les stats de marché, on va se dire ok, Google c'est un marché des enchères, donc c'est à dire que plus les personnes qui veulent faire de la publicité sur Google Ads sont prêtes à mettre de l'argent, plus ça va être cher. Ça, c'est le postulat de départ. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que entre 2015 et 2024, les coûts par clic ont à peu près triplé sur l'ensemble des verticales, donc sur l'ensemble des marchés sur lesquels on peut faire de la publicité sur Google. Déjà ça nous donne des indications parce que l'inflation, elle n'a pas évolué aussi vite. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui fait de la publicité sur Google. Il y a peut-être des personnes beaucoup plus importantes qui ont des budgets plus importants et ainsi de suite. On pense tout de suite à Shein et Temu, par exemple, sur le marché francophone, qui ont créé des énormes perturbations parce que les acteurs francophones sont moins capables de répliquer face à des géants chinois par rapport à des acteurs américains qui par exemple auraient les reins un peu plus solides. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Google a été accusé et condamné par le Department of Justice américain, donc le DOJ, de manipulation des enchères. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes de Google dans des auditoires qui ont eu lieu face au DOJ justement, qui ont admis que Google avait manipulé les enchères à la hausse pour que Google remporte plus d'argent. Et on parle pas forcément de petits montants, donc ils ont déjà admis avoir augmenté de 5% cette hausse fictive justement des enchères pour atteindre leurs objectifs financiers qu'ils s'étaient fixés. Mais là encore, il y a eu une plainte complémentaire qui a été mise sur le dossier parce que selon certaines sources, ces enchères, elles auraient été augmentées de plus de 100%. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait eu un x2 par rapport au prix réel qu'aurait eu l'annonce si elle avait été dans ce marché des enchères théorique. Donc ça, je vous mettrai les liens des sources en description. C'est des articles qui sont passés plus ou moins inaperçus. Il y en a qui datent d'il y a 1 ou 2 ans même à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est quelque chose qui est établi, qui est prouvé devant la justice américaine. Donc c'est pas un complot ni quoi que ce soit, c'est la vérité. Google est capable de manipuler son marché, ce qui est plus ou moins normal, ça c'est une considération, je vous laisse en réfléchir sur l'éthique de la chose, mais en tout cas, Google manipule son produit, c'est son écosystème, ils ont la main pour le faire, et ils l'ont déjà fait. Donc qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vont pas le refaire, qu'ils sont pas en train de le refaire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les premières évolutions d'un point de vue où on ne maîtrise pas notre chaîne de valeur, on ne maîtrise pas le prix de nos enchères,
faire et c'est pas juste lié à la concurrence qui serait une concurrence saine et normale qu'on retrouve sur énormément de marchés. L'autre pendant de ça, c'est quoi? C'est les évolutions produits. Donc par exemple les campagnes Performance Max que tout le monde a aimé détester quand elles sont arrivées, que tout le monde aime encore détester aujourd'hui. Pourtant, Google nous a plus ou moins forcé la main depuis 2021 pour faire en sorte que les gens aillent vers Performance Max, alors qu'on nous retire du contrôle sur la plateforme. Donc en fait, on voit un double vase négatif qui est de dire qu'on n'a pas le contrôle sur la partie financière de la chose et on nous enlève le contrôle sur la partie produit, donc sur l'interface Google Ads, pour faire les optimisations qui nous intéressent. Et comme si une PMax n'était pas suffisante, Google a aussi créé Dimension, qui est un peu la même chose, version display et YouTube, pour encore enlever la main à ce niveau-là et essayer de créer un nouveau vivier qui vient concurrencer Meta. Donc ça, les évolutions produits, il y a eu énormément de monde qui a essayé de les bypasser, donc de dire ok, on va continuer d'utiliser des campagnes shopping classiques, on va continuer d'utiliser des PMax, mais on va les faire un peu différemment, on va faire des PMax feed only, ce qui a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui parce que de toute façon, on se dit ok, en fait, la PMax, si je ne donne qu'un flux produit comme à l'époque, ça va bien se passer, c'est complètement faux pour le coup, parce que la campagne, elle va quand même pouvoir aller sur YouTube, sur display, et l'illusion de contrôle qu'on va créer, en fait, elle ne sert à rien. Donc il y a des techniques à ce niveau-là, j'en parlais dans une vidéo dédiée à PMax, donc je vais pas trop rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais si vous voulez la vidéo, je la mets quelque part sur l'écran si vous voulez vraiment plonger dans PMax. Mais toujours est-il qu'on nous force un produit qui est plus ou moins abouti, qui s'est amélioré avec le temps, on va pas le cacher, même si pour autant on n'a pas forcément expliqué aux gens comment bien l'utiliser. Donc c'est-à-dire que PMax, tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle qu'il y a derrière, il y a très peu de personnes qui vous expliquent aujourd'hui sur quoi c'est basé, sur les modèles qui sont utilisés, sur l'apprentissage supervisé ou non que vont avoir certains modèles. Et ça, même si, entre guillemets, vous vous fichez de savoir comment ça marche, de savoir ce qu'il y a sous le capot, normalement, les personnes avec qui vous bossez doivent comprendre ça, sinon, en fait, c'est juste des pantins qui se font avoir par Google et qui sont prisonniers de ce double carcan avec la maîtrise financière qu'a Google et la maîtrise produit qu'a Google. Donc c'est pour ça que si on commence à s'attaquer un minimum aux solutions, à la fois pour avoir un esprit critique, mais aussi pour éviter de se faire rouler dessus, on se pose la question, ok, c'est quoi l'élément qui fait en sorte que, même si Google manipule les enchères dans son coin, même si les produits ont de plus en plus vocation à m'enlever du contrôle, comment je fais en sorte de profiter de la puissance de Google Ads? Je vais pas revenir ici sur la puissance de Google Ads, mais sur les moteurs de recherche, Google, ça reste une part de marché mondiale autour de 90%, donc 9 requêtes sur 10 qui sont faites, elles sont faites sur Google. On a entendu beaucoup de choses sur la baisse du volume de requêtes sur Google à cause de l'IA, de TikTok, etc. Les statistiques ne montrent pas une baisse encore aujourd'hui des recherches sur Google, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous prédisent l'apocalypse sur le search sur Google. Or, ce qu'on voit concrètement et physiquement dans les chiffres, c'est pas ça. Donc comment on fait pour dézoomer et pour se dire ok, Google est un outil, il a ses limites, il a ses avantages, on n'est pas revenu dessus, mais comme je disais, les 90% de parts de marché, c'est intéressant. Aller chercher des personnes qui sont intentionnistes, qui sont vraiment en recherche d'un produit ou d'un service, ça reste une énorme force de Google. Et la capacité de Google, un peu comme Meta, à aller mettre des clusters de personnes, donc à les mettre en fonction de leur comportement dans un bassin d'audience que nous, on va pouvoir aller cibler en tant que e-commerçant, c'est hyper intéressant. Et se couper de ça juste sous prétexte que Google peut nous manipuler ou que le produit est compliqué, c'est une erreur. Et aujourd'hui, quand on est un e-commerçant, on a besoin de bien faire de la publicité sur Google Ads, ça c'est un sujet, mais on a surtout besoin d'avoir une bonne stratégie marketing qui inclut Google Ads. Donc sur la stratégie, j'y reviens pas, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on vient fine-tuner justement son utilisation de Google Ads pour faire en sorte de reprendre d'un côté un peu de contrôle sur le produit et de l'autre, comment on est sûr de ne pas se faire rouler dessus au niveau financier. Déjà, il y a une fonctionnalité qui est intéressante et qui est sous-utilisée dans Google Ads, ça va être la capacité d'utiliser ses propres scripts, son propre code qu'on va venir mettre dans Google Ads et qui va avoir des effets X ou Y. Ça peut aller du simple envoi d'un email d'alerte si j'ai un problème sur une campagne à justement automatiquement avoir des actions concrètes sur cette campagne comme augmenter son budget, baisser son budget et ainsi de suite. Les scripts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir tout pouvoir sur le compte, donc ils vont avoir les mêmes capacités qu'un utilisateur qui se connecte sur la plateforme, donc ça peut être hyper destructeur, donc il faut bien l'utiliser, il faut savoir le faire. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont découvert les scripts grâce au script de Mike Rhodes, qui est le fameux script, si vous avez une agence Google Ads, vous avez dû voir des rapports sur votre campagne PMax, est-ce qu'elle diffuse sur Shopping, sur Display ou sur YouTube. Si vous avez une agence, vous avez dû voir les rapports avec votre campagne PMax, est-ce qu'elle diffuse sur Shopping, sur Display, sur YouTube, sur le Search. Ça c'est le script qui permet d'analyser les résultats de diffusion
de vos campagnes performance max, il est intéressant, il est très frustrant parce que vous ne récupérez aucunement le contrôle au niveau du produit. C'est-à-dire que si votre campagne PMax, elle décide de diffuser à 20% sur du display, vous pouvez le savoir, mais vous ne pouvez pas agir. Donc ça va être des scripts qu'on appelle des scripts descriptifs. C'est très bon pour surveiller, analyser et éventuellement prendre d'autres décisions, mais c'est pas des scripts qui vont modifier la gestion du compte. Ce qui va être intéressant à chaque fois, c'est en fonction de votre cas d'usage, en fonction de vos budgets publicitaires, en fonction même du pilotage que vous allez avoir. Est-ce que vous pilotez avec une enveloppe ouverte, c'est-à-dire que tant que votre ROAS, POAS, bref, tant que vos objectifs financiers sont atteints, vous êtes prêt à mettre des rallonges de budget, ou à l'inverse, si vous êtes sur des enveloppes fermées en disant bah non, en fait nous on a un budget à l'année, ça arrive souvent dans les grosses boîtes, et il est fermé même si ça marche. Même si ça marche pas, on doit dépenser ce budget. Et ensuite, si on descend d'un niveau, par exemple, si vous avez des objectifs par catégorie et ainsi de suite, les scripts, ça peut vous aider à faire passer les produits même d'une campagne à l'autre. Et c'est ça qui va venir aider la performance encore plus que la gestion humaine qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas juste de mettre du code bêtement dans l'interface. Encore une fois, ça revient à la stratégie. C'est quoi l'usage qu'on va avoir de Google Ads et la place que Google Ads doit avoir dans mon mix. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, de toute façon, la tuyauterie Google Ads, elle existe telle qu'elle. Il y a énormément de gens qui sont très bons pour la documenter, cette tuyauterie. C'est assez facile, c'est bien documenté aujourd'hui. On connaît tous les coins et recoins de Google Ads. Ce qui va changer, c'est pas forcément la voiture, c'est le pilote. Donc les scripts, vraiment un cheat code à utiliser pour récupérer du contrôle justement sur les produits. Vous avez les scripts descriptifs comme je le disais et les scripts d'action, par exemple les scripts qui vont balancer des produits d'une campagne à l'autre en fonction des performances. Ça c'est intéressant, ça rend plus réactif et on garde le contrôle chez nous. C'est des règles qu'on peut décider et c'est ça qui va être intéressant. Maintenant, si on regarde aussi sur les possibilités qu'on a encore dans le produit, finalement tout ce qui va toucher au CPC manuel, ça peut rester encore intéressant. Et pareil sur la gestion des mots-clés. En fait aujourd'hui sur la gestion des mots-clés négatifs, il y a plusieurs tendances qui vont avoir lieu. Il y a la tendance qui est de dire bah non mais en fait si Google pilote, il ne va pas aller me diffuser sur des mots-clés qui ne sont pas pertinents. Par exemple, si je vends des micros, il va pas aller m'afficher sur canoë et kayak. Par contre, dans la réalité des faits, c'est possible qu'à certains moments, Google défaille et aille m'afficher sur des mots-clés et génère même parfois des clics qui vont m'être facturés sur des mots-clés que je sais être non pertinents. Je prends un exemple tout bête qui s'adresse à la plupart des e-commerçants aujourd'hui qui font pas de marché de l'occasion. Bah, si j'ai une requête par exemple micro d'occasion et que moi je ne vends pas de micro d'occasion, bah, c'est dommage de s'être affiché, c'est dommage d'avoir généré un clic, alors que je sais très bien au global de mon compte Google Ads que ça n'a aucun sens de s'afficher sur des requêtes qui contiennent occasion. Donc ça, encore une fois, la gestion des mots-clés, alors je dis pas de faire du ciblage uniquement en exact, en large, ça dépend de votre niveau de connaissance sur Google Ads, mais le large aujourd'hui, c'est le ciblage qui permet de dire bah ok, j'achète microphone et je vais voir sur quoi Google arrive à me diffuser pour aller chercher plus de volume, mais en fait, encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle et donc c'est intéressant de se dire ok, je veux que Google maximise ma présence sur des requêtes de type microphone, mais pour autant je vais garder un contrôle et je vais limite préparer le terrain en disant ok, mais en fait moi c'est des microphones de podcast, donc je vais exclure tout ce qui est lié au chant, je vais exclure tout ce qui est lié comme je le disais à l'occasion, je vais exclure tout ce qui est lié par exemple à amateur si je fais du professionnel et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait on en revient à la gestion des algorithmes. Je voulais pas rentrer forcément dans le détail sur comment un algorithme marche aujourd'hui au sein de l'écosystème publicitaire. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un algorithme, pour apprendre que mon micro, il se vend à des professionnels et pas à des amateurs, parce que même si je le dis dans la description, il peut être tenté d'aller chercher, bah en fait, aujourd'hui, c'est qu'il va avoir besoin aujourd'hui de s'afficher sur des requêtes, de potentiellement générer des clics, pour lesquels donc je vais être facturé, je vais payer du budget Google Ads, et de voir que ça ne convertit pas. Ah oui, effectivement, quand je ramène des gens sur des requêtes de style microphone amateur, ça ne convertit pas. Par contre, quand je ramène des personnes via microphone professionnel, ça marche. Ok, il y a peut-être un sujet. Mais ça, cet apprentissage-là, il a un coût en temps et il a un coût en budget Google Ads. Et comme on le disait, les CPC, ils ont quasiment triplé sur l'ensemble des verticales ces dernières années. Nous, notre but, normalement, quand on va bien gérer un budget, c'est de sous-afficher le plus possible sur les requêtes qui sont non pertinentes et de garder le contrôle. Parce qu'à l'inverse, si Google demain détecte une requête qui est intéressante et que j'avais pas prévu, c'est hyper intéressant de l'avoir. Donc en fait, on va tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'un côté, mais quand même venir ramener notre savoir de marketeur et préparer le terrain. Et en fait, aujourd'hui, c'est la rencontre du meilleur des deux mondes entre ceux qui savent très bien gérer les algos et ceux qui sont très bons en marketing. C'est eux qui vont faire la différence sur Google Ads parce que, entre guillemets, une PMax, que vous utilisiez une PMax normale, une PMax feed only ou que vous utilisiez pas de PMax et que des campagnes shopping, entre guillemets, on s'en fiche, c'est la même chose pour tout le monde. Et on sait que si on va au combat avec les mêmes armes que les copains, bah en fait, on a autant de chances que eux de gagner. Donc l'idée, ça va être de mieux préparer le terrain que les autres et d'avoir le terrain surélevé, comme on dit,
d'avoir l'avantage stratégique à ce niveau-là, parce que on va, d'un côté, en plus, on va gagner du temps, de l'autre, on va gagner du budget qu'on pourra remettre sur les vraies requêtes qui nous intéressent et donc être plus compétitif. Et enfin, ce qui va être intéressant à ce niveau-là, mais je triche parce que je sors de Google Ads, mais c'est là où il y a le plus gros levier, c'est là où il y a le plus gros game changer, c'est sur l'usage de Google Ads au sein d'un mix marketing qui est diversifié. Si vous avez déjà vu des épisodes précédents, vous savez que je tiens énormément à la diversification, sous réserve que vous fassiez déjà assez de chiffre d'affaires pour justifier une diversification, sinon focalisez les efforts. Mais sur la plupart des cas que je gère avec l'agence, donc c'est-à-dire des comptes clients qui gèrent plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année en général, on va avoir cette logique de diversification. Pour plusieurs raisons, je reviens pas forcément là-dessus, mais en tout cas, la place de Google au sein d'un mix diversifié, ça va être varié en fonction de la typologie de produit que vous vendez. Je reprends un exemple de cheat code intéressant, mais peut-être que le trafic froid, il est plus simple à aller chercher sur votre verticale via Facebook Ads, donc via Meta, parce que Meta va réussir à aller chercher les bassins d'audience qui sont peu onéreux par rapport à votre produit. Et par contre, vous allez catalyser ça sur Google Ads, qui est généralement très bon en conversion. Et surtout, en fait, votre PMax, si on en revient au fonctionnement que vont avoir les algorithmes sur Google, ils vont se nourrir de la donnée qui est disponible. La donnée de retargeting, la donnée d'audience, c'est des données qu'on fournit à Google. Et donc, si vous trichez en allant chercher des audiences qui sont moins onéreuse en trafic froid ou tiède, vous allez avoir une plus grande force de frappe sur la brique Google Ads. Donc vous voyez, tout est lié et c'est là où c'est intéressant de se dire ok, mais en fait, on ne peut pas changer Google Ads, on ne va pas changer Performance Max même si on apprend à le configurer d'une manière X ou Y. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec ce qu'on a comme carte en main et comment on arrive à quand même bien jouer la partie, parce que la finalité à chaque fois en e-commerce, c'est quoi? C'est de générer plus de chiffre d'affaires rentable et de se voir grandir au jour le jour. Le problème étant que c'est pas en cochant une case dans Google Ads qu'on va d'un coup devenir plus rentable ou plus efficace. Il va y avoir des espèces d'illusions où on crée de la rentabilité avec un très faible levier généralement sur des paramétrages. Par contre, le vrai changement, il va se jouer sur quoi? Il va se jouer sur la stratégie et sur l'ensemble du mix diversifié. Donc on sait que Google a ses limites, on sait que Google a ses avantages aussi. Le tout, comme on le voit ici, c'est de se dire ok, quelle est la place de Google dans mon mix et comment je l'utilise au mieux. Peut-être que demain, ok, sur la brique mot-clé, je vais faire comme ci, comme ça. Par contre, je vais aller chercher du trafic display. Il y a moyen aujourd'hui de faire du trafic display rentable si on le fait bien. Ça, c'est un autre sujet. La vidéo YouTube, ça reste encore un territoire qu'on peut continuer à explorer, surtout sur des marques e-commerce parce qu'il y a un boulevard dessus, parce que tout le monde est en train de se battre sur Instagram, alors que YouTube, c'est encore beaucoup plus efficace. Et tout ça, c'est au sein de l'écosystème Google Ads. Donc c'est vrai qu'on a déjà parlé beaucoup des mots-clés et de la partie shopping, donc avec le flux produit. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Google Ads, limite, c'est une boîte à outils dans une boîte à outils qui est plus grande. Et donc se dire, ok, c'est quoi la place de la brique search de Google, c'est quoi la place de la brique display de Google et c'est quoi la place de la brique YouTube de Google. Donc tout ça, comme d'habitude, ça s'inscrit dans une stratégie globale. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément les paramétrages obscurs comme je le disais. Ce qui est intéressant, c'est de raisonner avec une stratégie globale et petit à petit, vous allez redescendre sur l'usage de Google Ads dans votre mix global. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions en amont et avoir la bonne direction à suivre. C'est-à-dire qu'on va poser une vision, mettre une direction et ensuite poser des jalons. Mais pour ça, il faut avoir la bonne vision et il faut poser la bonne direction. Et ça tombe bien parce que je vous ai préparé une vidéo où je vous montre justement comment mettre en place votre vision e-commerce et comment aller vers cette vision avec les bons moyens, avec les bonnes étapes et surtout en se voyant avancer de manière rentable encore une fois. Je vous mets tout de suite le lien vers la vidéo. Ça vous permettra dès la fin de la vidéo d'avoir plus de clarté sur votre stratégie marketing à mettre en place dès demain. En attendant, prenez soin de vous et faites attention à ce que vous dit votre chargé de compte Google.